Donc c'est le cas de cette rencontre Afrique que nous organisons aujourd'hui. Donc les rencontres Afrique sont des événements en petit comité qui permettent des échanges privilégiés avec des invités qui permettent d'enrichir le débat sur l'Afrique. Et c'est dans ce cadre aujourd'hui que nous recevons M. Moussa Mara. Bonsoir M. Mara. Je vais tout de suite passer aux questions. Votre mandat de Premier ministre a été marqué par votre visite à Kidal qui a provoqué une reprise des combats dans le nord du Mali. Que pouvez-vous nous dire sur cette guerre dans le nord du Mali, sur le fait que les accords d'Alger restent encore inappliqués à ce jour? Je pense personnellement que les causes profondes de la crise au nord de notre pays, ce sont des causes de fonctionnement, d'organisation, de déploiement de l'État sur le territoire. Il se trouve que le nord de notre pays est une zone très vaste, très peu peuplée, et très peu contrôlé par l'État. Et ça, c'est de l'indépendance à aujourd'hui. Et donc, ce sont des régions qui ont vu perpétuer une tradition de trafic. Trafic de biens de consommation, trafic de cigarettes, et au fur et à mesure, trafic de plus en plus violent, trafic d'armes, trafic d'êtres humains et trafic de drogue. Mais Kidal, la région de Kidal en particulier, est une région très peu peuplée. C'est une région où il y a à peu près 100 000 habitants. Et donc les légitimités historiques de la région de Kidal, de la communauté tamashek, pour exister, ont dû soit faire la politique, composer avec l'État, ou bien prendre des armes. Parce qu'ils n'ont pas de place dans le fonctionnement et dans l'organisation étatique. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est un État dont le fonctionnement et le déploiement qui ignore les réalités est un État qui crée le conflit dans son déploiement. Donc, pour le cas particulier de cette région, d'où sont parties toutes les rébellions, il y a ces spécificités qui font que la violence, l'organisation socio-culturelle propice à une rébellion armée. Au niveau du gouvernement, quand il a fallu négocier, engager les négociations, à dire pour une fois, nous allons engager des négociations pour traiter le fond de la question plutôt que simplement obtenir un cessez-le-feu, donner des postes aux uns aux autres et répartir pour un tour. C'est pourquoi les négociations ont pris 9 mois, par exemple, cette fois-ci. Alors qu'avant c'était 2 semaines en moyenne, 2 à 3 semaines. L'application est difficile, c'est normal. Un accord qui remet en question l'organisation de l'État, de réforme profonde de l'organisation de l'État, est un accord qui va rencontrer des résistances même au niveau de l'État. Parce que quand on remet en cause c'est à quoi on a l'habitude, on a des résistances. Et ensuite, il y a évidemment des difficultés de terrain parce que tous les acteurs de terrain ne sont pas pour la paix. Et tous les acteurs de terrain n'ont pas intérêt à la paix. Donc, il y a beaucoup d'actes d'insécurité, il y a beaucoup d'actes de banditisme, de terrorisme, qui sont motivés par la volonté de faire dérailler le processus de paix. Parce que ces acteurs sur le terrain ne sont pas tous gagnants dans un processus de paix. Le terrorisme, ce n'est plus une organisation qui va emprunter des véhicules pour attaquer des groupes, mais c'est des individus, une personne qui vit paisiblement quelque part, qui arrive à se procurer des armes et qui, en sacrifiant sa vie, va faire le maximum de dégâts possibles. Donc, ça nécessite que nos États, pour ce qui nous concerne, prennent conscience de ce type de menace, organisent les services de renseignement, services de sécurité, mobilisent les populations pour faire en sorte que ce type de menace soit traité dans l'œuf, qu'on anticipe, qu'on identifie, qu'on partage les informations pour faire en sorte de limiter au maximum les actions d'insécurité liées au terrorisme. L'État, c'est sa vocation, c'est sa fonction, doit être en mesure d'apporter les services qui sont indispensables aux populations. Parmi les services indispensables aux populations, vous avez d'abord et avant tout la sécurité, ensuite la santé, après l'éducation. Vous avez les autres services classiques que sont l'eau, l'électricité, le logement, et ainsi de suite.
l'État doit faire des efforts en la matière et je pense que chaque État à son niveau y essaie. Ce sont, dans nos pays, nous sommes des espaces où il y a beaucoup de pauvreté. Le revenu moyen tourne autour de, je pense, moins d'$1 par jour ou autour d'$1 par jour, en tout cas moins de $2 par jour, qu'on soit en campagne ou qu'on soit en ville. Donc on a des pays qui occupent les queues de peloton en matière de classement en termes de prospérité. Je pense que chaque pays a ses forces. Et ce sont ces forces qu'on devrait apprendre à mettre en valeur et à soutenir. Et notamment quand ces forces touchent la majorité de la population. Vous savez, le Mali est le 3e producteur d'or en Afrique, par exemple. C'est un pays où il y a un potentiel important en termes de mines. Mais le secteur minier, quelques dizaines de milliers de personnes. Donc même s'il y a un développement important du cours de l'or, du secteur minier, l'impact en termes d'emploi reste limité. L'impact en termes de prospérité partagée reste limité. Par contre, nous sommes un pays où l'agriculture et les activités rurales de manière générale occupent encore, on va dire, 60 à 70% de la population. Donc si nous voulons soutenir la prospérité et faire en sorte que la prospérité soit partagée, il faudrait que nous investissions dans le domaine qui touche le maximum de populations. Pour voir qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui la jeunesse, plutôt que d'être une opportunité, est devenue une menace. Le pays, les autorités aujourd'hui dans nos pays abordent la question de la jeunesse comme une menace à gérer. Parce qu'ils sont capables de faire tomber le gouvernement. Donc il faut faire attention. Je pense qu'il y a plusieurs éléments qui méritent d'être traités en même temps sur la question de la jeunesse. J'en parle longuement dans mon prochain livre. La première question, c'est la démographie. En Afrique au sud du Sahara, en Afrique de manière générale, mais particulièrement en Afrique au sud du Sahara, nous avons des pays qui ont des démographies très dynamiques. Natalité élevée. Et paradoxalement, en même temps, mortalité élevée. Un pays comme le Mali, c'est un âge médian de 16 ans et demi. C'est-à-dire, la population a en moyenne 16 ans et demi. La moitié de la population n'a pas 17 ans. Et les 3/4 de la population n'ont pas 40 ans. C'est un pays comme ça. C'est le 3e pays le plus jeune au monde. Et les femmes en moyenne ont 6 enfants. Pour le cas particulier du Mali par exemple, la population augmente de 1 million tous les 2 ans. Chaque année, nous avons à peu près 650 000 enfants qui arrivent dans le premier cycle de l'enseignement fondamental. Et ça augmente d'année en année. C'est-à-dire que l'État est obligé de faire des efforts importants, construire des salles de classe pour recevoir des jeunes de plus en plus nombreux, recruter des enseignants pour recevoir des jeunes de plus en plus nombreux, chercher des fournitures scolaires, leur donner à manger. Il y a beaucoup d'efforts à faire. À telle enseigne que le budget de l'éducation dans notre pays, c'est 42% du budget de l'État. Mais sur le budget de l'éducation, 75% sont affectés à l'enseignement primaire, là où il y a le plus de pression. Et ça fait beaucoup de moyens en moins pour l'enseignement secondaire et l'enseignement technique. Et encore moins pour l'enseignement supérieur. Donc, démographie. Deuxième élément, système éducatif. Et là, nous sommes entre francophones, notamment dans les pays francophones. Parce que le système éducatif dans nos pays, c'est un système éducatif où l'essentiel de la population qui suit des études se destine à l'enseignement supérieur. Tout le monde veut être cadre. Tout le monde veut aller à l'université. Et résultat, beaucoup vont à l'université, mais malheureusement, beaucoup n'ont pas de boulot. Parce qu'en même temps, ce qui est paradoxal, nos pays ont moins besoin d'universitaires, en tout cas dans beaucoup de domaines, que de techniciens spécialisés, et notamment de techniciens dans les domaines de la production. Donc le système éducatif, on doit le repenser. Nous avons une déperdition scolaire importante. Vous avez parlé des jeunes diplômés, mais les jeunes non diplômés sont 5 fois plus nombreux que les jeunes diplômés.
on puisse arriver à un système où à peu près les jeunes d'une classe d'âge trouvent une occupation, que ce soit sous forme de formation, sous forme d'emploi, d'auto-emploi, entrepreneuriat, investissement dans le domaine rural, qu'on puisse vraiment répondre à cette attente. Sinon, si on continue comme ça, je ne sais pas vers où on va, mais ce ne sera pas positif. Également que la corruption se nourrit dans la complexité des procédures, oui, dans la méconnaissance des procédures par les usagers. La question de la corruption, il faut regarder là aussi les facteurs de corruption et essayer de travailler sur les facteurs de corruption. Mais il faut aussi que les usagers que nous sommes, que nous sachions qu'il n'y a pas de corrompu sans corrupteur. J'ai l'habitude de le dire. Donc il faut que les usagers, à un moment déterminé, prennent conscience que les 1000 francs, les 1500 francs qu'ils donnent aux policiers ou à X ou Y, mais ils perpétuent un système à leur dépens. Il faut que la société fasse la lutte contre la corruption une réalité et que les membres de la société acceptent de souffrir un peu. J'ai l'habitude de le dire aux Maliens qu'on rencontre dans les foyers ici pour leur dire, mais vous dites aujourd'hui qu'il ne faut pas recourir à la corruption, soit. Mais lequel d'entre vous qui a son parent ministre ou son parent directeur quelque part ne pense pas à un moment ou à un autre solliciter les services de celui-là de manière indue à son avantage? Par exemple, il y a un recrutement dans la fonction publique, votre parent est ministre de la fonction publique, à coup sûr, vous allez le voir pour lui dire, bon, il faut essayer d'aider le petit dernier qui est là, il n'a pas de boulot, ainsi de suite. Mais vous perpétuez le système. Le leadership. Dans nos pays, le leadership n'est pas forcément exemplaire. Donc, quand nous avons des leaders qui ne sont pas exemplaires, qui sont arrivés au pouvoir dans des conditions douteuses, qui se maintiennent au pouvoir dans des conditions douteuses, qui travaillent au quotidien dans l'opacité, il ne faut pas penser que la corruption peut être combattue. Puisque la corruption devient en ce moment un élément du système, un moteur du système. Donc, quelque part, le leadership est aussi un élément majeur dans la lutte contre la corruption. Et c'est l'argent qui parle chez nous. On a l'habitude de ce genre de discours. Donc, tant que l'argent parlera, la corruption sera prédominante. Parce qu'aujourd'hui, c'est la corruption qui est devenue la norme. Quand on arrive au pouvoir, c'est de s'enrichir qui est devenu la norme. Quand on arrive au pouvoir, c'est de donner des places à nos parents, à nos amis. C'est ce qui est devenu la norme. Donc il faut inverser cette question et faire en sorte que la norme devienne normale et que les actes déviants de ce type, les actions illégales de ce type, rejoignent la catégorie des actes anormaux. Dans nos pays, culturellement, nous sommes machistes. C'est une règle culturelle. Notre culture va dans ce sens. Au-delà de la religion, notre culture, dans nos pays, en tout cas c'est le cas au Mali, c'est le cas au Sénégal, c'est le cas au Burkina, c'est le cas au Niger. Et donc quand vous avez une situation de ce type, je pense que les révolutions, c'est dans les mentalités d'abord qu'il faut les mettre en place. Et notamment, faire en sorte que les femmes puissent avoir autant d'aptitudes, autant de capacités que les hommes ont. Donc la question de l'école, pour moi, elle est cruciale. Nous sommes des pays où les jeunes filles vont encore 2 fois moins à l'école que les garçons. Deuxième chose, je pense qu'il faut, partout où cela est possible, aider. Par exemple, les politiques de quotas. Ce sont des politiques d'ajustement. Donc, il y a un peu ces faits sociaux, culturels, qu'il faut d'abord, je pense, régler avant d'arriver à ce que certains pensent, la parité. Et autre chose, je vais terminer par ça, les femmes elles-mêmes, si vous les demandez, je ne dis pas les femmes qui sont à Afrique des idées, je dis les femmes qui sont à la campagne, qui travaillent, qui sont la majorité, elles-mêmes, elles vont vous dire, mais il ne faut
ne faut pas dire ça. Nous, non, on n'est pas d'accord avec ça. Nous, on veut les hommes devant et nous derrière. Pour des raisons X ou Y, mais c'est la réalité. Donc c'est juste pour vous dire que ce sont des choses qui sont culturellement établies. Et il ne faut pas penser les faire évoluer en prenant un texte. Il faut d'abord travailler sur la mentalité. Il faut agir sur l'éducation. Qu'on ait plus de femmes intellectuelles, médecins, professeurs, et que par ce canal, on arrive progressivement à sortir les femmes de cette situation de dépendance ou d'arriération, ou quel que soit le qualificatif qu'on pourrait lui donner. Chez nous, la diaspora envoie au pays plus que l'aide au développement. Mais les ressources envoyées par la diaspora sont les ressources de consommation. Ce n'est pas dans l'investissement. Et la diaspora malienne, je l'ai dit aussi, est très peu intéressée à aller investir au pays, pour des raisons administratives, un certain nombre de raisons. Donc, il faut que nous orientions la diaspora vers ça. Il faut que la diaspora soit dans le leadership dans nos pays. Que la diaspora soit représentée dans le leadership du Mali, proportionnellement à son poids dans la population. Je pense que c'est d'abord un signal fort pour la diaspora, pour leur dire que pour une fois, on leur fait de la place. Donc ils peuvent venir, investir, travailler, ils sont chez eux. Et donc ensuite simplifier les procédures, les règles, et faciliter leur retour et leur investissement. Ça c'est une des mesures parmi tant d'autres. Et je suis persuadé que le jour où au Mali, on fera sentir à la diaspora qu'elle est chez elle, au Mali, nous devrons avoir au moins 2, 3 ou 4 points de croissance supplémentaires du fait de l'implication de la diaspora sur les questions de développement de notre pays. Puisque nous avons une diaspora forte, nombreuse, et dont une partie est très, très, très riche. Grâce à Dieu, nous n'avons pas de problème d'ethnie dans notre pays. Et c'est l'un des rares pays, effectivement, qui n'a pas ce problème. Quand il y a eu la rébellion, beaucoup de personnes ont voulu ethniciser le problème. Disant, oui, le problème du Mali, on est en train de brimer les Tamashek. Mais ce que ces gens ne savent pas, c'est que les Tamashek, les Arabes, les Soraï, les Peuls, ont vécu ensemble de manière harmonieuse sur cette partie du territoire des siècles et des siècles durant. Le Mali est l'un des rares pays où quand on nomme un cadre, on ne se pose pas la question de sa provenance ethnique. Et c'est l'un des rares pays où il y a des mariages en toutes les ethnies. Entre les Tamashek, les Bambara, les Peuls, les Arabes, les Soraï, ainsi de suite. Donc on n'a pas de problème ethnique. Et ça, c'est ce qui a fait que notre crise n'a pas dégénéré en crise ethnique ou en crise raciale. Aucun parti au Mali n'est constitué sur une base ethnique. Ce n'est pas permis par la loi, mais dans les faits même, ça n'existe pas. Le moment où l'Afrique cherche à s'unir, à faire les États-Unis d'Afrique, on a des organes régionaux et autres, la tendance, ça doit être plutôt à l'union, ça ne doit pas être à la division. Et nous, on a cette chance d'avoir un peu ce fond culturel qui fait que la question ethnique n'est pas une question prégnante. Quand on recrute, on ne regarde pas l'ethnie. Quand on licencie, on ne regarde pas l'ethnie non plus. On regarde la compétence, la capacité, et ainsi de suite.